Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, colère en Tunisie après la mort d'un manifestant dimanche. Les associations de défense des droits de l'homme dénoncent l'usage excessif de la force par la police. Il y a 25 ans, l'ancien président sud-africain Nelson Mandela retrouvait la liberté. Il avait passé 27 années en détention pour son combat contre l'apartheid. Et c'était ce mercredi 11 février, la fête nationale de la jeunesse au Cameroun. Et comme chaque année, à cette occasion, le président Paul Biya a tenu à s'adresser à la jeune génération. Mais avant de développer ces titres aux Comores, la situation s'est tendue mardi au deuxième jour de l'opération Île Morte contre les pénuries d'eau et d'électricité. L'armée a tiré à balles réelles à Mitsudje. 8 personnes ont été blessées, dont 2 qui sont dans un état critique. Le président de la Fédération comorienne des consommateurs, Mohamed Saïd Abdallah Mchangama, qui avait appelé à la protestation, est en garde à vue depuis dimanche pour incitation à la haine. En Tunisie, le gouvernement a dépêché ce mercredi 2 ministres dans le sud du pays. Dimanche, c'est dans cette région, à Deiba, plus particulièrement, qu'un jeune homme a été tué par la police. Les forces de l'ordre ont en effet tiré à balles réelles sur des manifestants. Ibrahim Adinjaï. L'usage de balles réelles pour disperser des manifestations en Tunisie ce dimanche 8 février dénoncé par les associations. L'Observateur tunisien pour l'indépendance de la justice a dénoncé l'utilisation par les forces de l'ordre de la violence auprès de jeunes commerçants qui dénonçaient le blocage des activités commerciales à Deiba. Un civil avait perdu la vie et 4 autres avaient été blessés lors de ces manifestations. Le nouveau gouvernement qui est tout junior, qui vient de comprendre ce qui se passe, a eu à faire face à des manifestations dans le sud qui ont suivi la tentative de forcer la frontière par 3 très gros camions chargés de produits absolument illégaux qui voulaient passer par force la frontière de la Libye vers la Tunisie. Il y a eu une opposition armée à cela, évidemment, mais malheureusement, le peu d'expérience du nouveau gouvernement a fait que, effectivement, ils ont eu recours à des niveaux de défense un peu trop poussés tout d'un coup, et ceci est en train d'être discuté entre toutes les parties prenantes actuellement dans les gouvernorats du Sud, c'est-à-dire les départements du Sud qui sont frontaliers avec la Libye d'un côté et avec l'Algérie de l'autre. Les associations réclament désormais aux autorités de mener une enquête rigoureuse sur ces événements. La Tunisie est en train de faire l'apprentissage des différents gouvernements démocratiques et la démocratie exige qu'à chaque étape, il y ait des négociations, qu'il y ait des entretiens avec les parties prenantes et surtout avec le peuple, mais le peuple dans sa forme organisée. Moi, je suis pas d'accord avec l'utilisation d'armes comme ça. Il ne faut pas que les gens paniquent, mais d'un autre côté, il faudrait que les représentants des manifestants et les représentants de la société civile interviennent et expliquent qu'on ne jette pas de cocktails Molotov sur les policiers qui sont aussi des citoyens comme nous. Pour de nombreux Tunisiens, ces incidents sont la preuve que les objectifs de la révolution n'ont pas tous été atteints. En Centrafrique, le ministre des Sports, Armel Sayo, a été libéré. Il avait été enlevé le 25 janvier dernier à Bangui par des hommes armés. D'après les autorités, aucune contrepartie n'aurait été versée aux ravisseurs. Son enlèvement n'avait pas été revendiqué, mais les soupçons se tournaient vers les miliciens d'anti-Balaka. C'est une image qui a marqué l'Afrique du Sud, mais aussi celle du monde, celle de Nelson Mandela, libéré après 27 années passées en détention pour son combat contre l'apartheid. C'était le 11 février 1990, une libération qui allait marquer le début de la réconciliation nationale dans le pays. Kekeli Afeto. Cette image avait fait le tour du monde le 11 février 1990. Mandela, accompagné de son épouse Winnie à sa sortie de prison. Il y a 25 ans jour pour jour, le leader emblématique de la lutte contre l'apartheid, Nelson Mandela, retrouvait enfin la liberté après 27 années d'incarcération, dont près de 18 passées entre les murs du célèbre pénitencier de Robben Island, situé au large du Cap, en Afrique du Sud. Cette journée est l'occasion de rendre hommage au champion de la lutte anti-apartheid et premier président noir de l'Afrique du Sud.
L'anniversaire que nous faisons aujourd'hui, qui est l'anniversaire de la libération de Mandela, qui nous a quittés il y a deux ans de cela, est une manifestation qui fait appel à l'universel en fait, parce que Mandela, c'est un individu qui a porté au monde entier la notion, si vous voulez, de la réconciliation entre les peuples. Je le classerais au même niveau que Gandhi, parce que Mandela a montré aux individus dans le monde entier que ce n'est pas la couleur de la peau qui est importante, c'est ce que l'individu porte en lui-même. Donc à ce niveau-là, la libération de Mandela est quelque chose de très très important pour l'humanité et non seulement pour l'Afrique du Sud. 25 ans après cette libération, l'Afrique du Sud est l'un des pays les plus riches du continent africain, mais les inégalités raciales restent très fortes. Il y a toujours des tensions sociales qui persistent. Ces tensions sociales-là sont tout à fait légitimes et logiques dans la mesure où on sait aujourd'hui que quand on prend un blanc en Afrique du Sud, son revenu est 6 fois supérieur à celui d'un noir. Bon, à partir de là, j'estime que les politiques sud-africaines doivent veiller maintenant à ce qui est cette égalité-là en Afrique du Sud par le biais de la répartition des revenus et de la redistribution pour que l'Afrique du Sud soit l'Afrique du Sud qu'avait rêvé Mandela. Figure historique de la lutte contre le système politique institutionnel de ségrégation raciale en Afrique du Sud, Madiba est décédé le 5 décembre 2013 alors qu'il venait de fêter son 95e anniversaire. Aujourd'hui, il laisse derrière lui une nation qui reste en proie à des tensions raciales. Le Cameroun célèbre ce jour la fête de la jeunesse. La veille, dans son traditionnel discours pour cette occasion, le chef de l'État a exposé ses projets et ambitions pour la jeunesse de son pays. Il a promis la création de 350 000 emplois en 2015. Le chef de l'État camerounais, Paul Biya, s'est adressé à la nation ce 10 février 2015 dans son traditionnel discours à l'occasion de la célébration de la 49e édition de la Fête nationale de la jeunesse, placé sous le thème « Jeunesse et préservation de la paix pour un Cameroun émergent ». L'année dernière, à la même occasion, le président Paul Biya avait annoncé une prévision de création de 250 000 emplois en faveur de la jeunesse, une promesse qui semble avoir été tenue. Comme je l'ai souligné dans mon message à la nation en décembre 2014, 283 443 emplois ont été créés par les administrations et les entreprises. Pour l'année 2015, nous prévoyons la création de 350 000 emplois nouveaux. À pareil moment, l'année prochaine, nous aurons l'occasion de faire le point sur tous les emplois créés depuis 2011. La formation professionnelle, la promotion de l'auto-emploi et le financement des micro-projets seront au centre de la politique du gouvernement pour relever le défi de l'emploi de la jeunesse. La mise en avant par l'État camerounais, si vous voulez, de la formation des jeunes est un problème qui est un impératif national. Un impératif national, pourquoi? Tout simplement parce que les jeunes ne trouvent pas l'emploi. Il faut que l'État, comme je l'ai dit souvent, l'État remette au centre la politique de création d'emplois dans l'économie camerounaise. L'économie camerounaise vise l'émergence en 2035. Il est nécessaire et impératif de pouvoir mettre l'accent sur les formations techniques qui vont permettre de démarrer le développement réel du Cameroun. Sans ces formations techniques-là, qui sont l'assise, la base de tout développement industriel et de la croissance d'un État, ce ne sera pas possible dans le court terme. Donc, le discours du président de la République est un discours tout simplement qui revient sur les choses qu'il convient maintenant de mettre en place de manière effective pour la jeunesse camerounaise en ce qui concerne l'emploi. Dans un contexte marqué par la guerre contre la secte islamiste Boko Haram, le président Paul Biya a rendu également un hommage aux soldats camerounais sur le front contre les islamistes. Sur le plan des festivités, le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Bidung Pat, a donné le coup d'envoi des manifestations dans les localités de Bafut, dans le nord-ouest, et de Fifanda, dans le département de l'Océan, dans la région du Sud. En Guinée équatoriale, le gouvernement vient d'annoncer l'intégration des joueurs de l'équipe nationale de football dans le bordereau de l'administration publique. Chaque joueur se verra attribuer une somme mensuelle de 250 000 francs CFA, une récompense pour leur performance à la Coupe d'Afrique des Nations 2015. Reportage de notre correspondant Polycarpo Idoumassa.
Les joueurs de la sélection équato-guinéenne de football vont désormais percevoir un salaire mensuel. Mardi, au Palais d'Afrique de Bata, le président de la République, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, a salué la performance d'une Nzalang nationale pendant la CAN 2015. Le parcours honorable de Balboa Ossa et ses coéquipiers a conduit les autorités à leur attribuer un salaire mensuel de 250 000 francs CFA durant toute la durée de leur présence en équipe nationale. Vous êtes la première génération de joueurs équato-guinéens à avoir atteint les demi-finales de la CAN. Pour cela, le gouvernement et l'ensemble du peuple vous est reconnaissant. Désormais, chaque fin du mois, vous recevrez de l'argent dans vos comptes. Ce sera un salaire de 250 000 francs CFA. Ce geste pourrait rester permanent pour tous les gouvernements à venir de la Guinée équatoriale. Une initiative saluée par les 23 membres de la sélection nationale du football. Pour eux, ce geste contribue à la promotion du football en Guinée équatoriale. On est très content pour le salaire que le président de la République a nous donné. Avec le salaire là, je crois que tous les joueurs de la Guinée équatoriale doivent avoir mentalité maintenant que quand on joue au football, on doit faire tout ça avec l'esprit d'équipe. Les enfants qui vont commencer à jouer maintenant, ils vont savoir qu'ils doivent jouer bien au ballon parce qu'avec le salaire là, quelqu'un peut vivre dans sa vie. C'est tout à fait normal que nous soyons reconnus, comme l'a dit, nous a enseigné, être reconnus comme des salariés. C'est un truc déjà qu'on ne s'attendait pas et moi je suis déjà très content qu'il ait reconnu la valeur de tout un chacun et ce que nous avons eu à faire déjà qui n'était jamais fait. Après la rencontre avec le président de la République, les joueurs d'une Nzalang nationale ont rejoint leurs clubs respectifs. Et les joueurs de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, grand vainqueur de cette CAN 2015, ont été décorés ce mardi par le chef de l'État Alassane Ouattara. Une cérémonie de distinction avait lieu au palais présidentiel à Abidjan. Chaque joueur a également reçu une prime de 90 000 €. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.